Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre cette interview de Farida Mekdoud pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Et bien sûr, c'est une liste régionale. Farida Mekdoud, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Maxandre. De Maxentre. Vous avez 59 ans. Vous militez depuis une trentaine d'années au sein de Hello. Vous vous êtes présenté déjà 3 fois au municipal à Orléans. Vous vous présentez également pour la 3e fois au régional, car pour vous, être présente à ces élections est déjà une victoire, un point de départ et non une fidélité. Votre programme, il tient en un mot, c'est défendre inlassablement le camp des travailleuses et des travailleurs. Vous n'avez donc pas de mesures régionales à proprement parler, mais vous avez néanmoins accepté de notre règle du jeu et de répondre donc à nos questions. À Maxentre, nous avons choisi d'interroger les leaders de chaque liste alors sur 4 thèmes, et ces thèmes sont dans l'ordre. Ceux qui sont sortis d'un sondage Opinionway réalisé auprès des habitants de la région le 27 mai dernier. Et ce qui est sorti, c'est l'économie et l'emploi en premier, suivi de la sécurité, de la santé et de la transition écologique. Nous y avons ajouté la culture, l'éducation et la jeunesse, et enfin le budget et les impôts locaux. Alors vous aurez donc 3 minutes de parole par thème. Et enfin, dans les 5 dernières minutes, nous vous poserons des questions un peu plus personnelles. C'est donc parti pour 30 minutes. Mourad, c'est à vous pour le premier thème. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour également à Farida Mekdoud. Bonjour. On va commencer par la partie économie et emploi, qui représente quand même 42% des centres d'intérêt des personnes interrogées dans ce fameux sondage, qui ne reste qu'un sondage, mais enfin qui donne quand même une tendance. On voulait savoir si vous étiez favorable à des aides économiques régionales en direction des entreprises, notamment dans le cadre de la relance, et si oui, souhaitez-vous voir conditionner ces aides à des critères précis, comme le maintien de l'emploi, par exemple, ou l'obligation de la formation, et plus largement, comment comptez-vous améliorer l'attractivité de la région? Écoutez, non. Je pense qu'aujourd'hui, l'argent public, il doit servir au service public utile à la population. Ça fait des années qu'à tous les échelons, d'ailleurs, régional, national, européen, on ne cesse d'arroser d'argent public, d'irriguer les entreprises avec cet argent public, et ça n'a pas créé d'emploi. Alors, il ne s'agit même pas d'avoir des contreparties. Il s'agit vraiment à un moment où on voit que les hôpitaux sont en déficit de moyens, où ils crient, ils sonnent l'alarme depuis plus d'une année, bien avant le Covid, parce qu'ils ont porté à bout de bras la crise sanitaire. Eh bien, c'est criminel d'avoir continué à déverser de l'argent public, d'autant plus que les grands groupes qui en bénéficient le plus, le quoi qu'il en coûte, là, par exemple de Macron, les plus de 100 milliards qui sont en train de se transformer en 200 milliards, eh bien 55% de ces cadeaux vont directement dans la poche des grands groupes, directement. Et ces mêmes grands groupes, ils versent des dividendes à leurs actionnaires en hausse, pendant que des travailleurs sont sont jetés à la rue, poussés à la misère. Et quand on a un travailleur aujourd'hui, on perd tout. Donc, les mesures économiques que je préconise pour les travailleurs aujourd'hui de la région, les classes populaires, c'est qu'il faut absolument en finir avec le fléau du chômage. Et pour ça, il faut répartir le travail entre tous. Quand il y a moins de travail dans une entreprise, eh bien, il faut que ça soit sur les dividendes des actionnaires, sur leurs profits. C'est à eux de faire des sacrifices. Et c'est non pas aux travailleurs à qui on demande de travailler davantage, avec des cadences qui sont aggravées. Les exemples dans la région sont énormes, d'entreprises qui ont de l'argent public. J'ai un exemple qui me vient en tête, particulièrement, c'est un exemple à Châteauroux. L'entreprise qui s'appelle Advance Wheel, l'usine elle est en liquidation, ils sont à l'attente d'un repreneur, et il y a presque, près de 200 travailleurs sont dans l'attente, sont dans l'insécurité justement, pour savoir si oui, demain, ils vont pouvoir continuer à percevoir un salaire. Et cette même entreprise, qui est un sous-traitant d'automobile qui fait des bénéfices, eh ben, elle est en train de toucher en ce moment des aides publiques. Ben, ça, c'est pas normal. Quand je dis aide publique, je veux dire cadeau. C'est même pas des aides, ils n'ont pas besoin d'être aidés. Aujourd'hui, ce sont des parasites qui siphonnent tout l'argent public par plein de biais. Donc, il faut répartir le travail entre tous pour protéger notre niveau de vie, pour qu'on ne s'enfonce pas dans la misère.
Donc, vous estimez qu'actuellement, la région, elle n'est pas assez exigeante vis-à-vis des aides qu'elle peut attribuer aux entreprises? Ceux qui sont exigeants aujourd'hui, c'est les grands patrons. Ils sont même capables de mettre les régions en concurrence les unes avec les autres pour savoir s'ils vont s'implanter là ou s'implanter là. Hein. Demander, ah, ben, vous voulez pas, vous me donnez pas autant d'argent, mais la région d'à côté m'en propose plus. Donc, ils sont prêts à délocaliser. Vous savez, les délocalisations, ce n'est pas forcément à l'autre bout du monde. Des fois, ils font jouer la concurrence entre les régions. Donc, ils sont irresponsables parce qu'ils siphonnent cet argent au détriment de la santé, de l'éducation, des transports, des bureaux de poste, des conditions de vie de la population. D'accord, alors on va passer au second thème, enfin au deuxième thème plutôt, celui de la sécurité. Alors c'est vrai que ce n'est pas une compétence de la région, mais c'est quand même ce thème qui est cité par 40% des habitants de la région. C'est un chiffre qui vous étonne? Mais écoutez, quand vous avez tous les partis politiques, en particulier la droite, les macronistes, l'extrême droite, qui cultivent la peur et qui, par démagogie électorale, vont sur ce terrain et utilisent leur temps de parole pour parler de ça, de ça, de ça, ben oui, c'est pas étonnant que ça revienne. Mais ceci dit, ils cultivent la peur pour faire diversion, justement, pour faire diversion et détourner la colère sociale qui existe sur un terrain sécuritaire. Mais en réalité, ils se moquent complètement du fait que la délinquance, les incivilités, eh ben, elles progressent dans les quartiers populaires, elles existent. Parce que qui est responsable de ça? Qui a transformé des quartiers populaires en ghettos? Est-ce qu'il s'intéresse aux conditions de vie des travailleurs des classes populaires qui vivent dans ces quartiers, au même titre d'ailleurs que ceux des zones rurales? Est-ce qu'ils portent intérêt? Bon, ils ont été au pouvoir, tous, d'une manière ou d'une autre, et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'État s'est désengagé. C'est désengagé. Suppression de bureaux de poste, fermeture de maternité, fermeture de lits dans les hôpitaux, suppression de postes dans l'éducation nationale. L'année prochaine, il va y avoir plus d'élèves dans le secondaire et il y aura moins de postes. On est en train de supprimer des postes. Donc, est-ce qu'ils se moquent des conditions de travail des femmes qui travaillent en 3-8 ou qui sont agents d'entretien et puis qui sont obligés d'avoir des horaires découpés, qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants alors qu'elles sont toutes seules? Non, ça, ils n'y prêtent pas attention et ils n'ont aucune solution pour ça. Donc, en réalité, la seule solution qu'ils ont, c'est plus de police, plus de répression. Et c'est pas ça, c'est pas avec ça qu'on va s'attaquer à la violence. Ils sont incapables de s'attaquer au fait que des quartiers entiers sombrent dans la déshérence. Ils sont incapables de ça. Parce que pour ça, il faut s'attaquer à ce qui nourrit, cette décomposition sociale qui existe dans toute la société. Et puis, je voudrais dire aussi que ceux qui sont à la tête des grands groupes, eh ben, ils donnent l'exemple en matière de criminalité. Ceux qui sont à la tête de l'État aussi, parce que la corruption, elle existe à beaucoup d'étages et elle a des conséquences sur toute la société. Merci beaucoup. Alors, on va aborder une autre question, alors qui, pour le coup, un peu comme pour la sécurité, c'est à géométrie variable, ce n'est pas vraiment une compétence, mais la région Centre est un désert médical, compte de nombreux déserts médicaux. Et justement, à propos de la lutte contre ces déserts médicaux, est-ce que vous comptez d'abord déployer des moyens supplémentaires et comment vous envisagez que la région puisse faire pour attirer davantage de médecins et des spécialistes dans la région malgré les effets néfastes du numerus clausus, en fait, qui fait qu'on arrive à cet état de délabrement des offres de soins sur la région? C'est sûr que ce numerus clausus, il n'est pas normal. Il faut former, des personnels de santé, infirmières, en nombre suffisant. Et puis surtout, en ce qui concerne les infirmières, les soignants, les aides-soignantes, avoir des salaires qui soient relativement attractifs, parce que quand on voit comment elles ont porté à bout de bras la crise sanitaire, eh bien, une infirmière, il faut des années pour la former. Il y en a plein qui démissionnent. Ça aussi, c'est du gâchis. Bon. Donc, le désert médical, aujourd'hui, les déserts médicaux, le gouvernement il trouve une solution. Il fait venir des médecins étrangers. Ils profitent finalement de la formation de médecins en Afrique du Nord, en Afrique. Ils profitent de la crise libanaise pour faire venir des médecins pour assurer le fonctionnement des hôpitaux. Et voilà. Donc là aussi, ça, c'est un problème qui devrait être pris à bras-le-corps pour résoudre ces problèmes de santé. Et que la santé, que puisse être accessible à tous. Parce qu'il y a les médecins généralistes, mais il y a aussi ce dont je parlais à l'instant, tous
toutes les maternités qui ont fermé, les services de proximité qui ont fermé dans les zones rurales. Donc, ça, c'est l'argent public qui devrait servir à ça, hein, à donner des salaires dignes de ce nom au personnel soignant, au personnel de la santé, aux agents d'entretien, aux femmes de ménage qui travaillent dans les hôpitaux, ouvrir les structures nécessaires et qu'on ne soit pas obligé de faire 50 km. Quand on habite à Pithiviers, par exemple, on est obligé de faire 50 km dans des conditions pas faciles pour pouvoir accoucher. C'est une compétence, pardon, je complète juste, c'est une compétence régionale selon vous ou c'est à l'État d'agir sur ces questions? Ben écoutez, la région dispose d'argent public, hein. Alors, c'est un choix, hein. Aujourd'hui, cet argent public, il sert à construire des lycées, il sert à construire… Bon, eh ben ils peuvent décider que cet argent, ils permettent d'embaucher dans les hôpitaux, d'embaucher dans les lycées. Rien ne l'interdit. Alors, on va passer au quatrième thème donc, de ce sondage OpinionWay, hein, c'est la transition écologique. 34% des habitants en parlent. Pour vous, c'est un thème transversal, l'écologie, ou est-ce que c'est finalement cosmétique? Le fait que les politiciens en parlent, c'est cosmétique. C'est pour surfer par démagogie. Quasiment tous les candidats, ils ont repeint, ils ont mis un peu de vert dans leur programme, mais il ne faut pas être dupe, hein. Et même les écologistes, ils sont verts, hein. Puis quand ils sont au pouvoir, on l'a vu avec Nicolas Hulot, et ben finalement, ils se heurtent aux puissances de l'argent, ils se heurtent au lobby, ils se heurtent à la loi du profit. Parce qu'on ne peut pas avoir une planète en bon état dans une société en mauvais état. Ça, ce n'est pas possible. Et si la société est en mauvais état, c'est parce qu'aujourd'hui, les grands groupes capitalistes, ils dictent, hein, ils dictent leurs exigences. Et ils ne traitent pas mieux les travailleurs que la planète. C'est après eux le déluge. Donc, oui, la population, elle est consciente qu'il faut faire quelque chose. Elle ne voit pas forcément ce qu'il faut faire. Quelque part, il y a toute une propagande pour nous dire que nos petits gestes quotidiens peuvent changer les choses. Les gens y adhèrent. C'est pas que je pense que ça soit décisif, mais ça montre en tout cas que la population elle est plus mûre, plus responsable que ceux qui nous dirigent, hein. Parce que ceux qui nous dirigent, ils laissent les grands groupes qui distribuent l'eau, par exemple, Veolia, Suez, qui se sont fait une guerre pour savoir qui va manger qui. Ils laissent les grands groupes de l'agroalimentaire mener la politique qu'ils veulent, produire dans les conditions qu'ils veulent. Et aujourd'hui, si par exemple, que ce soit au niveau de la pollution, mais aussi au niveau des conditions de travail, eh bien, si on travaille dans l'industrie agroalimentaire, si on travaille dans l'industrie chimique, pharmaceutique, et qu'on a connaissance justement d'un fait qui pollue, eh bien, on peut être, et qu'on le révèle, on peut être condamné pour ça, hein, par rapport à la loi du secret qui s'appelle la loi du secret des affaires, qui n'a jamais cessé d'être renforcée. Eh bien, si on pouvait contrôler ce qui se passe aujourd'hui, parce que il faudrait justement aller vers ça. Que ce soit pour l'économie ou l'écologie, ce que je pense, moi, c'est que les capitalistes, ils sont irresponsables. Et les dirigeants qui sont à leur service, exactement pareil. Ceux qui sont responsables aujourd'hui, ce sont les travailleurs. La crise sanitaire l'a révélé. La population qui est prête à faire des tas de gestes quotidiens pour trier ses ordures, etc., le montre. On est responsable, hein. On est responsable, mais on n'est pas maître du jeu. Ce qu'il faut, c'est que la population, les classes populaires, les travailleurs qui font tout fonctionner dans la société, qui ont une conscience professionnelle, qui ont une conscience écologique, on puisse l'organiser, la contrôler et la diriger. Il faut enlever aux capitalistes le pouvoir de nuisance qu'ils possèdent sur le plan climatique, sur le plan économique et sur le plan social. C'est lié, on ne peut pas dissocier. Et au niveau local, justement, qu'est-ce qu'une région peut faire à son échelle? Là, c'est une échelle de 6 départements. Qu'est-ce que la région pourrait faire, selon vous? Ce qu'ils font pas, je vais vous donner un exemple. Ils n'arrêtent pas de nous dire la mobilité, les trains. C'est l'Arlésienne, les trains, les lignes de train. Le nombre de TER qui fonctionnent a diminué. Toute l'organisation de la distribution des marchandises, elle est organisée sur des plateformes logistiques dont la région est riche, hein. Il y a beaucoup de plateformes logistiques. C'est des norias de camions qui circulent en permanence. Eh bien, c'est du gaz qui circulait auparavant sur des trains qui maintenant circulent sur des camions pour acheminer le gaz dans le centre de la France, par exemple. Eh bien, tout ça, il n'y a rien qui est fait pour
organiser l'économie, parce que la première source de pollution, c'est l'industrie. La première source de pollution, c'est l'agriculture industrielle. Il est là le problème. On change de Alors, sujet avec la culture, Mourad. merci Sophie. On va alors juste raccourcir un tout petit peu, Madame Megdout. On ne voudrait pas qu'il y ait de questions qui restent N'hésitez pas à m'interrompre pour les sujets. Il n'y a pas de souci. Sur la question de la culture, alors on revient évidemment sur un secteur qui n'est pas une compétence régionale. Pourtant, la région Centre et l'équipe de François Bonneau ont dans leur mandat cette prérogative-là. Est-ce que vous envisagez de poursuivre la politique culturelle de la région, voire même de la développer? Et est-ce que, au-delà de ça, vous estimez que les travailleuses et les travailleurs que vous défendez, pour eux, pour cette population, la question de la culture et de l'accès à la culture pour tous est important? Ben, c'est essentiel. Alors, on n'a pas de programme culturel à proprement parler, mais ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse de cette question, loin de là. C'est une question transversale, hein. C'est une question qui pose le problème de l'éducation, hein, de l'accès à l'éducation. C'est une question qui pose aussi le problème du temps de travail. Quand on sort de son travail et qu'on est harassé par sa journée, ben, le soir, on ne va pas aller au théâtre ni au cinéma. Et puis, ça pose le problème du pouvoir d'achat, hein, parce que le pouvoir d'achat, ben, s'offrir une place de spectacle quand on est au chômage, quand on vit d'allocations qui n'ont pas augmenté, quand on a une petite retraite, ben, c'est essentiel. Donc, ben, la culture, ça passe par un accès à l'éducation digne de ce nom. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je peux vous dire que les contenus culturels de l'enseignement que moi j'enseigne au lycée, en histoire géo et en français, pour des élèves qui vont préparer des CAP, eh ben, c'est scandaleux. Les programmes ne font que se réduire, les contenus ne font que se réduire. On veut fabriquer des exécutants, pas des gens qui réfléchissent, pas des gens qui veulent se cultiver. On écarte a priori les classes populaires et les travailleurs. Se cultiver, ça a toujours été quelque chose que le mouvement ouvrier, depuis sa naissance, a défendu. Parce que si on veut changer la société, ben, faut essayer de la comprendre dans tous ses aspects. Il faut s'ouvrir au monde. Et c'est quelque chose que nous défendons, hein. Et pas simplement la culture politique, mais la culture scientifique, l'art. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est loin, très très loin des classes populaires. Et vous Ce qui ne veut estimez pas que la, dire qu'elles n'ont pas de l'intérêt pour ça, hein. et vous estimez que la pandémie a également mis à mal la culture? Vous estimez qu'elle a été assez protégée? On le voit avec l'occupation du théâtre à Orléans ou pas assez? Eh bien, écoutez, vous me faites bien de me parler de ça parce que la culture, c'est aussi les travailleurs de la culture, hein. C'est les acteurs, les intermittents du spectacle. Et moi, ce que je vois, c'est qu'ils ben, ils sont traités comme les autres travailleurs, ils sont victimes de la précarité et ils sont maltraités. Eh bien, la moindre des choses, ça serait justement qu'ils puissent vivre de leur travail, hein. Et leur travail, c'est pas simplement quand ils sont en représentation, c'est quand ils préparent leur, euh, leur, euh, leur prestation, on va dire, culturelle. Donc, aujourd'hui, ben, les travailleurs de la culture, ils sont maltraités, ils ont intérêt, et moi, justement, ils font partie du camp des travailleurs, ils se battent contre la précarité, ils sont en lutte contre la réforme de l'allocation chômage qui sera en vigueur à partir du mois de juillet, qui fait que ceux qui touchent 900 euros d'allocation n'auront plus que 600. Comment voulez-vous avoir accès au théâtre, à la culture, quand vous êtes un chômeur ou quelqu'un qui a le RSA avec 600 euros? C'est scandaleux. Donc, la culture, ça serait aussi la gratuité pour pouvoir y avoir accès. Alors, les jeunes souffrent également. Vous en avez un petit peu parlé avec les programmes des lycées professionnels. C'est vrai que c'est pas drôle aujourd'hui d'avoir 20 ans en 2021. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éducation de cette jeunesse, justement? Mais il faut mettre les moyens, hein. Si sur les 200 milliards que le gouvernement s'apprête à distribuer aux grandes entreprises, une partie, un pourcentage conséquent a été attribué pour recruter des professeurs, pour euh, enseigner de manière euh, respectueuse des élèves. Vous savez que là, depuis le confinement, les élèves des lycées étaient en demi-jauge. Donc, ils ont eu un enseignement alternatif à distance. Et le distanciel, c'est pas simple. Bien ça, on aurait pu l'éviter en réquisitionnant les locaux, en recrutant les enseignants qu'il fallait pour leur permettre justement d'accéder au programme, de continuer, d'avoir une continuité dans l'enseignement. Parce que les mois d'enseignement qu'on loupe quand on fait partie des classes populaires, les rattraper, ça va être très compliqué. Et même pour les autres, ça va être très compliqué. Quel regard d'ailleurs portez-vous puisque vous parlez des classes populaires, quel regard vous portez sur l'apprentissage? Mais écoutez, l'apprentissage, c'est
du point de vue de ceux des jeunes qui trouvent un emploi, hein, qui ont envie d'apprendre un métier, ça peut être une bonne chose. Hein. Le seul souci, c'est que la plupart du temps, les élèves qui veulent qui cherchent un apprentissage, ils ont bien du mal à en trouver. Ils ont bien du mal à trouver les patrons qui les prennent. Et pourtant, je peux vous dire que ça coûte rien au patron. Ça coûte absolument rien au patron d'embaucher un apprenti. Donc, l'apprentissage, il devrait être rémunéré justement, hein, pour les apprentis. Voilà. Alors, dernier thème, Mourad, le budget et les impôts locaux. Alors tout à l'heure, Farida Megdoud, vous nous parliez justement du fameux quoi qu'il en coûte. Alors la région s'est fortement endettée avec la crise, justement avec ce fameux quoi qu'il en coûte. Alors faut-il mettre un terme, réduire les dépenses, augmenter les impôts, créer de nouvelles recettes, écotaxes sur les poids lourds par exemple, ce qu'avait capoté, voire d'abandonner des compétences. Est-ce que vous pensez qu'il faut rebattre un peu les cartes du jeu des compétences eu égard à la crise et aux pertes financières très importantes? Mais écoutez, moi je pense que taxer les entreprises, ça ne suffira pas. Et puis, ils ont toujours un moyen ou un autre d'échapper à l'impôt, de cacher leur fortune, parce que ce n'est pas simplement les bénéfices d'une année, hein, c'est toute la fortune accumulée. Quand vous voyez M. Arnaud qui a plus de 100 milliards, 120 milliards, sa fortune personnelle, bon, eh bien voilà, le club des milliardaires, il s'est élargi. La richesse, les inégalités sociales, elles sont en train de s'aggraver. D'un côté, la misère s'aggrave dans les classes populaires. De l'autre côté, les riches sont de plus en plus riches. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, les chiffres sont là pour l'annoncer. Les dividendes des actionnaires sont en hausse. Donc, taxer ne suffit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est exproprier les entreprises. Hein. Les exproprier les grands groupes, je parle, hein, des grands groupes capitalistes, et les faire fonctionner que ceux qui les font fonctionner aujourd'hui, les travailleurs, les techniciens, les ingénieurs, qui créent toutes les richesses, et bien que ce soit à eux de les mettre en œuvre pour produire ce qui est utile à toute l'humanité, pour le bien de tous, et non pas pour enrichir encore plus. C'est une question de bon sens. À quoi sert le travail humain? Aujourd'hui, le travail humain, il est collectif, il est social, et il est approprié par une poignée d'actionnaires qui s'enrichissent avec et qui emmènent l'humanité dans une impasse, que ce soit sur le plan climatique, social et écologique. Et vous savez, c'est une idée fondamentale qu'on veut faire passer, nous, dans cette élection, c'est que nous, les travailleurs, on fait tout fonctionner dans la société, et bien on doit la diriger. On doit, si on veut lutter contre le fléau du chômage, répartir le travail entre tous. On doit aussi également augmenter tous les salaires, pensions, retraites, et les indexer sur le coût de la vie. Ça, c'est essentiel. On nous dira que ce n'est pas possible. Et ben, c'est pour ça que nous, on pense qu'il faut absolument contrôler ces entreprises, qu'on puisse avoir un droit de regard. Où va l'argent? À quoi il sert? Où sont les profits? Est-ce que c'est toujours aux travailleurs de faire des sacrifices? Non, c'est aux dividendes d'être sacrifiés. Alors, on va passer aux questions un peu plus personnelles et notamment sur vos motivations, hein, parce qu'effectivement, vous vous présentez inlassablement aux élections, Farida Megdoud. Donc, est-ce que cette année, vous diriez qu'il y a une motivation supplémentaire liée à la crise sanitaire ou est-ce que c'est finalement, vous dites, rien ne change? Il y a une motivation qui est toujours aiguisée par ces inégalités qui s'aggravent. Et je peux vous dire que dans la campagne électorale qu'on est en train de mener, on rencontre justement, on trouve l'oreille de gens, on trouve l'oreille des travailleurs, des classes populaires qui ne nous connaissent pas forcément. Justement, c'est l'occasion de nous faire connaître et qui, a priori, les régionales, eh ben, ils s'en moquent un peu, ils s'apprêtent à s'abstenir. Et quand on leur explique que justement, il ne faut pas laisser le monopole de la politique à des partis qui défendent cet ordre social, que l'enjeu, c'est pas simplement comment dire, de voter, mais c'est d'exprimer notre colère, hein, parce que effectivement, c'est la seule chose utile qu'on peut faire avec notre vote, c'est montrer qu'on ne se résigne pas, hein, qu'on ne se résigne pas à cet ordre social qui nous écrase, qui écrase l'immense majorité de la population. Donc, ça nourrit ma révolte et celle de mes colistiers.
C'est ce qu'on entend bien dans votre discours. Pour finir, alors vraiment en quelques mots, parce qu'il nous reste très peu de temps, est-ce que vous pouvez pointer, parce qu'on vous a donné un ordre de questions et de thématiques donc, nées de ce fameux sondage, mais quelles sont pour vous les mesures prioritaires pour les régionales, avec les réserves que vous avez émises à plusieurs reprises, et savoir très pratiquement si vous allez ou pas organiser un ou plusieurs meetings de campagne? Alors donc, nous avons déjà commencé les meetings de campagne. Il y a eu un meeting avec Nathalie Arthaud qui est venue me soutenir à Orléans. Je serai en meeting avec Nathalie Arthaud aussi, et puis Anne Brunet le 15 juin à Tours. J'ai fait une réunion à Vierzon. Bon, voilà, je sillonne toute la région. Nous sommes une organisation implantée localement qui militons toute l'année et on continue pendant cette campagne. Et puis, Justement, tout ce qui concerne… excusez-moi, Oui. juste une précision sur ces meetings où finalement c'est surtout les convaincus qui y assistent. C'est le plaisir de se retrouver ensemble. C'est quoi un petit peu ce qui vous motive? Écoutez, pendant un an, on nous a quand même empêchés de nous réunir. Donc déjà, se retrouver, c'est beaucoup. Et puis, je peux vous dire qu'il n'y a pas que les convaincus, il y a des gens qu'on découvre, il y a des gens qui nous découvrent, qui viennent pour la première fois écouter nos idées. Et bien ça, c'est important parce que justement, si on veut combattre les idées réactionnaires qui sont en train de monter, si on veut combattre l'insécurité sociale, si on veut combattre cet ordre social qui nous écrase, eh bien, il faut des idées de lutte de classe. Il faut que nos sentiments de classe, la colère qui s'exprime, eh bien, elle vise à abattre cet ordre social, à renverser le capitalisme. Tous les autres partis, ils défendent à peu près toutes les mêmes idées avec une coloration un peu différente. Ils défendent l'idée qu'on ne peut pas se passer des capitalistes, que c'est normal qu'ils soient au pouvoir, c'est normal qu'ils nous écrasent. Nous, on dit l'inverse. On dit que c'est eux qui sont responsables de la décomposition sociale, c'est eux qui sont responsables justement de l'incivilité, de la délinquance, c'est eux qui sont responsables justement de l'état catastrophique dans lequel sont les hôpitaux. Il faut absolument aujourd'hui 100 000 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés en 20 ans. Bon, c'est irresponsable ça. Et ça continue, ça ne s'arrête pas. Vous avez 100 lits d'hôpitaux qui sont supprimés dans tous les départements, 250 en Indre-et-Loire. Donc, ils portent une responsabilité, ces partis politiques. Donc, exprimons notre révolte, le fait qu'on ne se résigne pas à cet ordre social en votant pour les listes lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs.